Justement, nous avions besoin d'avoir aussi l'opinion et l'expérience de Monsieur Christophe Clouzot, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, Christophe est expert UX en numérique responsable et en éco-conception chez Temesis. Donc, Christophe, pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience, de comment vous êtes venu à ce sujet de l'éco-communication et puis nous présenter un peu les enjeux qui traversent votre métier, s'il vous plaît. Merci. Et merci de m'avoir invité. Je vous avoue que je ne suis pas habitué de ce style de présentation. J'ai souvent en fait de l'interactivité avec mes intervenants plutôt que des monologues un peu longs comme ça. Donc, si vous souhaitez couper ma présentation, etc., ou interagir, moi, je prends avec grand plaisir, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire comment je suis tombé dedans déjà, comment je suis tombé dans cette notion de Green IT. Et ça, si on recule sur quelques années, il faut arriver à se projeter dans les années 2005 à 2009, où à cette époque, on pensait réellement que imprimer, c'était mal et il fallait tout numériser. Donc moi, j'avais une agence digitale, je faisais partie d'un groupe de communication et en fait, il y avait plusieurs sociétés comme ça associées les unes aux autres, spécialisées par secteur d'activité. Donc typiquement, il y avait le print, il y avait l'édition relations presse, il y avait la partie digitale que je représentais, la partie vidéo, etc. etc. Donc on voyait très bien l'intérêt de tout digitaliser. D'ailleurs, nos clients nous disaient, on a une charte développement durable et pour sauver la planète, cette année, on va faire un rapport d'activité qui sera que numérique. Donc moi, j'ai vu les budgets passer du secteur print, chez moi, on va dire, un petit peu réduit, mais en tout cas, j'avais cette responsabilité-là de tout numériser, donc de passer à un équivalent un peu plus interactif, etc. Et très rapidement, on va dire au bout de 2-3 années, les mêmes clients, donc qui sont des gros clients, des grosses sociétés du CAC 40 en France, hein, nous tenaient le discours, finalement, cette année, on a décidé de faire les deux. Et là, je me suis vraiment posé la question, on devait être dans les années 2009-2010, mais l'argument environnemental, qui était de sauver la planète en numérisant tout, il ne tient plus, en fait. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'on change d'avis, on ne sait pas trop. Et là, je me suis mis à me pencher sur le sujet. Et à l'époque, effectivement, il y avait le site greenIT.fr qui existait depuis très peu, parce que je crois qu'ils existent depuis 2007 ou 2008, et qui était très orienté technique et orienté aussi service B2B. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'informations très grand public pour savoir mais combien coûte finalement l'impact d'une requête recherche Google ou de l'envoi d'un mail ou de choses très basiques. Je stocke un fichier PDF, je le lis, je le parcours, je le mets dans le cloud, etc. Donc, je suis plongé dedans, j'avais pas d'informations, j'ai monté une sorte de blog webzine avec d'autres personnes qui me posaient des questions et dont je n'avais pas forcément les solutions. Je faisais des conférences de sensibilisation, mais j'avais pas de réponse à apporter. Et c'est comme ça que j'ai plongé dedans. Et très clairement, le sujet a énormément évolué, on va dire, depuis les 2 dernières années. Là, on se rend compte que le sujet de l'impact du numérique est maintenant publiquement connu, su, en tout cas perçu, alors qu'il était totalement invisible. Et pour le cause, le numérique, c'est totalement invisible, on ne se rend pas compte. Donc, vous avez parlé des impacts tout à l'heure, effectivement, l'impact en termes de gaz à effet de serre. Et quand je fais des formations, c'est bien ce que je dis aux étudiants. Je leur dis qu'on pointe souvent l'aviation, donc le secteur civil, du doigt à travers les médias pour dire qu'il faut arrêter de voler, il faut arrêter de prendre l'avion, etc. Parce qu'il y a un véritable impact et qu'il faut qu'on pense à demain. Mais le numérique, en fait, pour juste vous corriger, il est déjà au-dessus. Aujourd'hui, l'impact du numérique, et en termes de gaz à effet de serre en tout cas, l'impact est plus important que celui de l'aviation civile. Et si on évolue comme ça, parce qu'en fait les impacts sont à doubler presque tous les 8 ans, et le numérique est très récent comme secteur, en 2030, on pense que les gaz à effet de serre auront plus que doublé, on sera au-dessus de 10%, et qu'en termes de consommation électrique, ça sera 20% de la consommation électrique dans le monde, juste pour faire tourner finalement le numérique des terminaux. Donc ça a un véritable impact. Et moi, la question que je soulève tout le temps, c'est on est dans un monde fini, on le sait, on a une planète finie, on a des ressources finies.
combien de temps on va pouvoir jouer, sachant que les ressources non renouvelables ne font que baisser et les ressources renouvelables ne se renouvellent pas assez, pas suffisamment en tout cas, pour tenir par rapport à nos besoins. Donc combien de temps on va durer? La seule solution, en tout cas en réponse numérique, c'est de partir sur cette notion de sobriété. On n'a pas le choix. On va devoir partir dans un numérique beaucoup plus responsable que de la consommation à outrance. Puisque, je ne sais pas si vous le sentez, mais là, dernièrement, on sent bien quand même que le numérique devient une ressource non renouvelable. Ça l'était déjà, mais on commence à en prendre conscience. En tout cas, j'ai l'impression que dans la société, le public commence à en prendre conscience que c'est périssable. On le sent à travers quelques fissures qui se créent. Et typiquement, il y a une fissure qui est importante en ce moment, qui est due au Covid, c'est le ralentissement de la production et de l'approvisionnement des microprocesseurs. Ça paraît tout bête, mais en fait, les microprocesseurs aujourd'hui bloquent les productions du secteur automobile, bloquent la production des dernières consoles de jeux vidéo, bloquent la production de nos futurs smartphones, futurs ordinateurs qui arrivent, etc. Les plus puissants mettent le plus d'argent sur la table pour continuer à être approvisionnés, mais il y a un souci. Et le souci, c'est typiquement les ressources naturelles, qu'on appelle ressources rares, qui est majoritairement située en Chine, Afrique et Amérique du Sud, et ressources un peu moins rares, mais qui sont nécessaires à tous nos terminaux, tous nos outils numériques. Alors, quand on fait de l'analyse de l'impact du numérique, généralement, on le découpe en 3 tiers. Le 3 tiers, c'est d'abord tout ce qui est hébergement et data center. C'est ensuite les terminaux, donc tous les ordinateurs, les smartphones, tous les outils type écran, tout ce qui est numérique qu'on utilise côté utilisateur. Et entre les deux, les infrastructures, c'est tous les câbles, satellites, etc. pour amener effectivement la donnée du data center jusqu'à nos terminaux. Et longtemps, les médias ont aussi véhiculé l'image des data centers qui sont en surface aussi grande que des hypermarchés avec des baies de serveurs empilés les uns au-dessus des autres sur plusieurs étages, des systèmes de ventilation extrêmement gourmands, des systèmes d'approvisionnement électrique extrêmement gourmands, que ces centres de calcul étaient un impact colossal sur la planète. En fait, il se trouve que dernièrement, effectivement, le collectif Green IT s'est lancé dans l'immense chantier avec des hypothèses, mais en tout cas, ils se sont lancés dessus, à dire, mais on va calculer le coût. Et par rapport à ces 3 tiers que j'évoquais, à savoir data center, l'infrastructure et les terminaux, il se trouve que le coût, l'impact environnemental, il est du côté des utilisateurs, puisque ce sont leurs terminaux qui sont le plus impactants. Parce qu'il y a un facteur en fait de volume. En gros, il y a un facteur de 500, on va dire, entre le nombre de serveurs et le nombre de terminaux. Comme on est plus nombreux, puisqu'il y a plus d'habitants sur la planète, l'impact, il est vraiment du côté des terminaux, donc du côté des utilisateurs. Donc c'est chacun de vous, moi inclus, donc chacun de nous, qui avons une responsabilité sur cet impact environnemental et social du numérique. Alors pourquoi? Parce que quand on fait du coup l'analyse de cycle de vie, faire de l'éco-conception, l'éco-conception existe depuis très longtemps dans les produits, mais quand on fait dans le numérique, on applique la même chose. On fait l'analyse de cycle de vie sur la fabrication, l'usage et la fin de vie d'un outil numérique, d'un service numérique et aussi d'un produit numérique. Donc quand on fait l'analyse de cycle de vie sur ces terminaux, on se rend compte que c'est le poste de fabrication qui est le plus impactant, à hauteur de 80%, en gros. Et s'il y a bien une chose que je souhaiterais vous transmettre là aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, c'est ce chiffre-là, c'est l'impact de numérique, c'est 80% la fabrication de nos devices, de nos terminaux. Donc s'il y a une bonne pratique à mettre en place, alors parce que la fabrication, ça implique, comme je vous l'ai dit, les ressources rares à aller chercher de plus en plus loin et qui se raréfient de plus en plus, les ressources de manière générique. Souvent, on utilise des produits chimiques, beaucoup d'eau, beaucoup de pétrole pour ça. Globalement, il y en a aux 4 coins du monde. Globalement, le terminal, avant qu'on l'ait entre les mains, il a déjà fait, lui, 4 fois le tour du monde entre, justement, cet approvisionnement en matières premières,
la fabrication, le marketing et le placement au sein d'une boutique pour que ça arrive chez vous. Donc, c'est un véritable impact. Impact en gaz à effet de serre, en CO2, en eau, en pétrole, etc., etc. Donc, s'il y a une chose à retenir, je le répète parce que je voudrais vraiment que ça passe, l'impact, il est du côté des terminaux sur la fabrication. Ça veut dire que la première bonne pratique logique qu'on peut mettre en place, et ça, c'est à hauteur de tout le monde, puisque l'impact, il est du côté des utilisateurs plus que des data centers, c'est de prolonger la durée de vie des ordinateurs. Et c'est vrai que l'être humain a inventé un système comptable qui lui est propre, qui n'est pas dépendant du coup de la planète, c'est juste son système à lui, qui est un système comptable. Dans les entreprises, le système comptable dit que quand on rentre un matériel, il a pardon, je cherche mes mots, il n'a pas une durée de vie, il a un amortissement qui est calculé sur 3 ans. Donc le matériel, première année, il est amorti, deuxième année, il est amorti, troisième année, il est amorti, comptablement. Et après, on change de matériel, puisqu'on va rentrer un nouveau matériel. Il se trouve qu'à la sortie, on est, je crois, à une échelle de 75-80%. Les logiciels, les ordinateurs, etc., fonctionnent. Ils sont un petit peu plus ralentis, mais ça, c'est une notion d'obsolescence, mais ils fonctionnent. Donc, en fait, si on change peut-être cette durée de vie, au lieu de dire 3 ans, ce serait peut-être 1 an, au lieu de changer tout le terminal de tout mon parc machine, de toutes mes sociétés dans le monde entier, je vais tous les prolonger d'1 année, en changeant peut-être simplement le disque dur, ou simplement que la RAM, ou simplement pour optimiser une durée de vie supplémentaire qui m'amènerait peut-être même à 3 années supplémentaires. J'en sais rien en fait, mais cette réflexion-là, elle est réellement à avoir, à mettre en place et pour que juste on change de paradigme. Voilà, l'idée c'est ça. Et je vois le temps qui passe aussi, donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que cet impact, il est là-dessus, ça vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu. Oui, je voulais vous dire que le Covid, on l'a vu, il a propulsé les usages du numérique, tout ce qui est visioconférence, cloud, etc. Ça aussi, ça a créé un nouvel impact. Maintenant, je pense qu'il va y avoir des études qui vont, et qu'on commence à y avoir certaines qui se mettent en place, mais qui vont pouvoir comparer l'impact de déplacement de tous les salariés vers une entreprise versus on est chacun chez soi avec des outils de vidéoconférence. Donc, en fait, le télétravail. Il va y avoir des impacts sociaux par rapport à ça, des impacts psychologiques aussi, dont il va falloir tenir compte. Mais je m'écarte du sujet, mais effectivement, je soulevais ça, que le numérique n'est pas forcément la réponse à tout. Donc, pour revenir sur les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, je vous ai parlé d'allonger la durée de vie des appareils. Et si jamais mon appareil, effectivement, arrive en fin de vie et que je ne peux pas remplacer de pièces, etc. dessus, il faut aussi penser à le mettre dans des filières de gestion des déchets électroniques, ce qu'on appelle les filières DEEE ou D3E, afin que ça ne tombe pas en fait dans des filières parallèles et que, à nouveau, ce matériel se retrouve à l'autre bout du monde, souvent au Ghana, en Afrique ou en Asie, récupéré par des familles qui vont tenter, donc des habitants locaux, qui vont tenter de fondre les pièces les unes derrière les autres pour récupérer quelques milligrammes ou quelques gouttes des composants qui contiennent dans le but de, derrière, le revendre, pouvoir vivre, etc. Quand on voit ces images-là, je vous assure que là, on se rend compte que le numérique a un véritable impact. Donc, privilégier les filières DE. Il se trouve qu'en France, on a de bonnes filières, elles sont présentes. Malheureusement, aujourd'hui, le réflexe n'est pas encore d'aller leur porter. Elles n'ont malheureusement pas non plus tous les moyens pour répondre à toute la population, mais en tout cas, elles existent et on peut nous leur apporter ce matériel. Après, dans les usages de tous les jours, c'est vrai qu'on recommande aussi souvent de supprimer les mails, de supprimer les fichiers qui encombrent les serveurs, etc. Je reviens sur cette idée de Covid. Effectivement, aujourd'hui, le Covid a fait en sorte qu'on travaille tous en télétravail. Donc, du coup, on va tout placer sur des serveurs de cloud, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit aujourd'hui, je crois, une multiplication des sources de fichiers entre 10 et 20 fois. Donc, que je vais réaliser peut-être
un document sur mon ordinateur, je vais l'envoyer à 3 personnes, parce que je mets ma hiérarchie et mes collaborateurs dedans. Ça va passer donc par mon FAI, ça arrive sur leur FAI respectif, ça arrive ensuite sur leur ordinateur. Eux-mêmes le stockent, éventuellement le mettent à jour, le mettent finalement sur le cloud. Sur le cloud, on va multiplier les versions. Ça va peut-être être retéléchargé au final pour être envoyé à un client ou à un autre collaborateur à l'autre bout de la planète. Enfin bref, c'est pour ça qu'il y a une réflexion dans notre organisation au sein des entreprises sur le versionning de nos fichiers. Comment on pourrait travailler de manière plus efficace afin d'éviter de multiplier tous ces fichiers. Dans l'utilisation de tous les jours, sachez aussi que plus on utilise d'onglets ouverts, plus ça consomme la batterie de nos ordinateurs, plus forcément, donc ça abîme nos ordinateurs et ça réduit la durée de vie. Voilà, quelques bonnes pratiques, mais la principale bonne pratique, on va dire, en dehors du poste de l'usage, que je donne là, hein, c'est bien le poste de fabrication, c'est-à-dire la durée de vie de nos matériels. Je me répète, mais c'est volontaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, il y a si vous voulez pousser un petit peu plus le sujet de l'impact du numérique ou de la quantification de votre côté, il y a des outils qui existent. Vous avez l'outil qui s'appelle Green IT Analysis, en fait, qui est une extension Chrome et Firefox afin de voir l'impact de vos productions numériques. Mais ça, c'est quand on est plus sur la partie conception du numérique ou développeur de numérique, pour le coup. Donc, ça vous met en face l'impact en termes de CO2, l'impact en termes de gaz à effet de serre, en termes de production d'électricité, etc., de ce que vous produisez. Donc, vous soumettez des URL ou vous soumettez des projets. Et avec l'extension, vous avez le rapport tout de suite et une liste détaillée pour intervenir sur les postes qui seraient les plus énergivores. Donc, on est plutôt sur la notion de performance. Et ensuite, il y a des calculs quand même qui sont faits, qu'on peut remettre en question aussi, mais en tout cas, ils sont faits. Ils donnent une indication, donc c'est un véritable indicateur. Calcul fait entre la donnée qui est hébergée sur le data center et la donnée qui passera par l'infrastructure et qui sera poussée sur le poste client, c'est-à-dire l'utilisateur. Voilà, donc ça, vous avez Green IT Analysis, je le répète. Vous avez aussi un autre outil qui s'appelle Carbon Analyzer, qui lui a été proposé par le think tank Shift Project, think tank plutôt dédié à la gestion des énergies et qui fait du lobby auprès de tous les gouvernements pour que cette notion d'énergie soit prise en compte dans leurs décisions. L'outil s'appelle donc Carbon Analyzer. C'est aussi une extension Firefox sur Chrome, je suis peu sûr, mais Firefox c'est sûr. L'avantage, c'est qu'il est très grand public, donc pour le coup, ça peut intéresser tout le monde. Et vous appuyez sur un bouton, vous lancez ensuite l'outil, vous naviguez, vous faites votre usage habituel de votre navigation sur Internet, vous revenez sur l'outil, et là, vous aurez aussi le même type d'indicateur en termes de gaz à effet de serre, consommation d'électricité, etc., des parcours que vous aurez fait, et vous allez voir que, principalement, l'impact sur l'usage du numérique, il est sur la vidéo. Et ça, c'est pareil, la bande passante, Claudie, tu l'évoquais tout à l'heure, la bande passante du web aujourd'hui, c'est à 80% de la vidéo. Et dans ces 80%, vous avez un tiers de YouTube, un tiers de tout ce qui est plateforme type Netflix, Disney+, etc. Pardon, c'est pas un tiers, c'est un quart, je m'excuse. Un quart type YouTube, vidéo, donc plateforme dite YouTube, un quart sur Netflix, Disney+, etc. Et il y en a d'autres qui arrivent. Un quart juste sur le porno, et ça c'est extrêmement important à savoir. Il y a un impact colossal. Et le dernier quart, c'est tout ce qui est échange sur les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie, les vidéos qui sont sur les sites internet. Tout ça forme à 80% la bande passante du web. Donc la vidéo, c'est la plus grosse part. Donc après, sachant ces données-là, à vous de réfléchir sur l'usage des vidéos. Quand on revient à l'usage, typiquement sur YouTube, demandez-vous s'il est intéressant de voir des conférences ou d'écouter de la musique en mode 1080 ou en mode 4K, etc. De mon point de vue, le mode 360 ou 240 suffit largement pour consulter ce type de vidéo. Sachant qu'en plus, on l'utilise en mode audio quand on écoute de la musique sur YouTube et que c'est dans un autre onglet qui est à côté. Donc,
le mode 240 ne changera nullement la qualité, on va dire, audio de la consultation que vous en ferez, tant que ce n'est pas de grands paysages ou un film très intéressant sur la plateforme YouTube ou autre, quoi. Voilà, posez-vous vraiment cette question-là. Pourquoi faire ça? Il y a un véritable intérêt pour la planète, il y a aussi un véritable intérêt pour les plateformes, les services, pour les sociétés. Typiquement, je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que Facebook réalise régulièrement, je crois que c'est au moins une fois par trimestre, des tests. Donc, ils coupent dans toute la société, ils basculent en Edge. Donc, ils arrêtent le Wi-Fi, ils arrêtent la 3G, 4G, 5G, 7G si vous voulez. Ils basculent en Edge pour voir si leur service fonctionne. Donc là, c'est vraiment une démarche de sobriété, de low-tech. Et ils ont un intérêt à le faire, c'est que si ça marche, ils se disent donc que leur service peut marcher aussi pour les gens qui sont justement dans ces situations de sobriété de débit. Ou dans le métro, quand on est en ville, mais parfois même il y a des zones blanches dans les situations urbaines. Hein. Donc ils ont un véritable intérêt à le faire parce que le service passera. Donc ça pousse aussi à l'innovation, ça pousse à l'innovation numérique hein, à faire ça. Ça va pousser derrière à un véritable intérêt puisque vous allez réduire forcément l'impact en termes de consommation électrique. Donc vous allez gagner en performance, en efficacité. La satisfaction des utilisateurs est là et la société, elle, va gagner en réduction des coûts. Voilà. Donc ça, c'est dans le principe. Justement, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que Netflix gagnant en effet rebond, et d'ailleurs à ce moment, ils travaillent grâce à l'Université de Nantes sur un algorithme qui va leur permettre d'envoyer beaucoup plus de données, mais avec moins d'impact, grâce à un algorithme français, donc Cocorico. Mais on peut tout à fait imaginer que finalement, ils envoient encore plus de flux. Merci. Voilà. Merci pour toutes ces bonnes pratiques que vous nous avez présentées, que ce soit je m'excuse. prolonger la durée de vie de notre appareil, faire les petits gestes du quotidien sur notre appareil et ou encore recycler notre appareil puisque c'est là la plus grande consommation. On va passer la main au prochain atelier. Merci pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant et on espère pouvoir aider chacun d'entre nous à faire évoluer nos modes de consommation dans le secteur du numérique pour avoir un secteur numérique plus propre.